donc les petits déj pro de l'année 2022 avec un sujet qui nous concerne un peu tous, qui est l'inclusion donc des travailleurs avec un handicap qui nous sera dispensé par Sophie Londez. On fait donc ces petits déj pro en partenariat avec l'association Leret, et je donne la parole à Maxime pour pouvoir présenter le concept et puis l'association et pouvoir lancer la présentation. Super. Ce matin. Merci Soufiane. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, moi c'est Maxime Lehoux, je dirige l'entreprise ITP, agence d'emploi et de recrutement familiale, avec ma tante Béatrice Canto, qui est présente ce matin. Et je suis également président de l'association ERET, Entreprendre et réussir dans l'Est Touraine. L'objectif de l'association, c'est de fédérer les chefs d'entreprise du territoire de Touraine-Est-Vallée, d'être un interlocuteur unique avec tout l'ensemble des élus économiques du territoire, des parties prenantes et des instances économiques, et d'agir sur des facteurs de développement de nos zones d'activité et de nos entreprises. Donc en effet, on propose une thématique à destination des entreprises. Tous les premiers vendredis de chaque mois, on clôture cette année avec notre 27e Petit Déj Pro. C'est ça. Donc l'objectif des Petits Déj Pro, c'est de vous proposer une thématique de gestion d'entreprise. Donc on aborde vraiment toutes les thématiques, la communication, la stratégie, et aujourd'hui en effet les ressources humaines, avec comme thématique l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Et donc c'est un plaisir d'accueillir Sophie, qui vient régulièrement à nos Petits Déj Pro, donc Sophie Londez de Puissance et Liberté, qui va vous proposer la thématique le handicap psychique et cognitif en entreprise. Sophie, merci pour votre présence. Donc pour cadrer, on est là ce matin jusqu'à 10h. En fonction de Sophie, vous allez pouvoir interagir sur Facebook ou en présentiel. Et puis normalement, on a autour de 9h50 10 minutes de questions-réponses avec vous, Sophie. Donc en effet, juste pour terminer, Petit Déj Pro spécial ce matin, on était en partenariat avec le Café Joyeux de Tours. Donc on a pu déguster sur place le café de Joyeux Tours et puis nous présenter le concept en fait de ce développement de réseau de Café Joyeux qui met en place justement l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. Situation de handicap, il nous a expliqué donc sur la trisomie 21 et sur des personnes en situation d'autisme. Voilà. Sophie, je vous lance, c'est à vous. C'est à moi. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Puissance et Liberté. Je vais me présenter un petit peu durant la présentation. Donc, on va venir au fil de la discussion, au fil de la présentation. Moi, je suis arrivée en Touraine il y a 2 ans. Je viens de la Normandie et de la région parisienne. Il y a 2 ans et j'accompagne les entreprises sur tout ce qui est management et gestion du stress. Tout ce qui est en fait santé mentale en entreprise et éventuellement santé mentale sur les particuliers. On est le matin, moi je suis concernée par le handicap psychique et cognitif, j'ai une semaine un peu chargée, donc je suis un peu saturée ce matin, donc je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être oublier des mots. Alors ça m'arrive assez régulièrement. Pensez aux mots, vous n'hésitez pas à me le dire. Si je suis bloquée, j'ai l'habitude, donc je vais zapper, enfin je vais changer, mais voilà. Donc je suis peut-être un peu fouillie, mais c'est un peu normal. On est dans l'entrée ce matin et sans jugement. Voilà, et c'est ça, exactement. Donc voilà. Donc j'ai essayé de présenter quelque chose, c'est comme ça que ça marche. Voilà. On m'a dit pas trop de texte. Ah bah là la flèche elle a pas descendu. Pas trop de texte et voilà. Donc d'abord je voulais revenir sur ce que on appelle en fait des troubles psychiques et cognitifs parce que c'est des mots ou des choses qu'on connaît pas forcément. Et donc voilà, bien repositionner de quoi on parle. En fait déjà ce sont des troubles et ça a directement lien avec notre constitution neurologique. Et quand je parle de notre constitution neurologique, aujourd'hui, si on dans la salle, parce que vous êtes là aussi, si je cherche des hommes blonds aux yeux bleus, je n'en ai pas. Et je le fais exprès de choisir ce caractère-là parce qu'en fait, c'est juste pour bien mettre en évidence que ce sont des caractéristiques
Voilà. Donc ça veut dire que ça fait partie des gens, ça fait partie des identités, même si c'est acquis. Donc on a d'un côté les troubles psychiques, en fait, qui sont des troubles acquis, qui peuvent être temporaires ou permanents. Donc ça va bien avoir conscience que, en fait, certains d'entre eux peuvent se produire une fois et puis pas les autres fois. Voilà. Donc ça peut être complètement temporaire. Ceux qu'on connaît le plus, en fait, ce sont les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles des conduites suicidaires et les troubles psychotiques. Globalement, c'est des choses qui peuvent se traiter. Alors les traitements, certains traitements sont identiques, hein, mais là, il y a un certain nombre de panels médicamenteux. Sur les troubles cognitifs, qui peuvent, on va dire, dans certains accidents, être acquis, sont innés, ça veut dire qu'on est comme ça. Et donc ça fait, je veux dire, c'est vraiment une identité. Quand on parle de trisomie, d'autisme ou de TDA, c'est TDA qui est le trouble de déficit de l'attention. Voilà, on est avec, et donc on est complètement, je dirais, bâti comme ça. Donc tous les troubles 10, donc ce qu'on appelle le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui pour le commun des mortels en fait fait référence aux enfants hyperactifs, mais c'est un très très vaste panel. Les enfants qui sont concernés et 5% des adultes, et ça peut avoir des implications importantes au niveau professionnel. Donc le spectre autistique. Et puis l'intelligence, j'ai hésité à le mettre, mais en fait on parlait de déficit mental tout à l'heure. Donc le déficit mental est reconnu comme un handicap. On a l'inverse qui est le haut potentiel intellectuel, qui n'est pas considéré comme un handicap, mais qui peut, dans un certain nombre de cas, exclure. Donc voilà, voilà. Et leur particularité de ce profil-là, c'est qu'on a des compétences qui sont spécifiques. Il y a des compétences qui sont spécifiques et ça nécessite des adaptations. Donc ce que disait monsieur tout à l'heure. Pourquoi il y a une flèche qui va de là vers là? C'est-à-dire que quand les personnes qui ont ce type de profil peuvent en fait déclencher en fait par leur différence un certain nombre de troubles psychiques qui viennent se surajouter. Oh là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc moi, si je me positionne là-dedans, en fait, j'ai fait un burn-out en 2017. À la suite du burn-out, moi, je faisais partie des 0,5% en fait qui travaillent en milieu ordinaire. À la suite du burn-out, j'ai voulu pousser un petit peu plus les raisons du burn-out. Et puis j'ai un fils aîné qui est joueur de golf et qui veut devenir joueur de golf professionnel et qui avait des difficultés dans sa pratique sportive. Et voilà, donc on a commencé à fouiller un petit peu, et sachant que j'avais mon fils cadet qui avait été diagnostiqué à 10 ans, 10 avec un déficit de l'attention sans hyperactivité. Donc voilà, il y avait un petit peu de choses dans la famille. Et donc à ce moment-là, on a découvert que Thomas était autiste, que moi je suis autiste, qu'on a tous un trouble de déficit de l'attention. Voilà. Et après, Thomas et moi, on a aussi ce qu'on disait avant autiste Asperger, c'est-à-dire qu'on a un haut potentiel intellectuel. Et comme moi, en fait, ça a été diagnostiqué il y a 2 ans, donc c'est un peu tard, on va dire. Moi, en fait, j'ai depuis très très longtemps un trouble anxieux généralisé sévère. Évidemment, je suis passée par un certain nombre d'épisodes dépressifs. Voilà, et tout ça a généré en plus une fibromyalgie parce que c'est une compensation en fait des troubles anxieux. Voilà, donc en fait, moi, je suis complètement concernée par ça, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour moi, et ça a eu quand même comme conséquence une exclusion du monde professionnel avec à un moment où l'entreprise a beaucoup bougé parce qu'on était en fusion de 6 entreprises. Moi, j'étais directrice adjointe à l'époque, et il y a un certain nombre de jeux de pouvoir qui se sont mis en place. Moi, en plus, j'ai subi un harcèlement moral. Mais en fait, j'ai complètement perdu pied. Je m'en suis pas rendu compte. Hein. Enfin, je comprenais ce qui se passait. Je savais pas comment réagir. Et puis, petit à petit, en fait, comme les propositions que je faisais étaient plus du tout en accord avec ce qui se passait. Et en fait, petit à petit, on m'a gentiment mis au placard, sachant qu'il y avait aussi des intentions qui n'étaient pas bonnes. Donc ça n'a rien arrangé. Le fait que ce soit inné, c'est pas forcément diagnostiqué. La preuve, c'est que vous l'avez su. Vous avez pu mettre des mots tard, finalement, oui, une fois que c'est diagnostiqué. Pour revenir dans le monde de l'entreprise, ça veut dire que
potentiellement, on peut gérer ou manager des profils qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là sans le savoir forcément. Exactement. Alors, ce que disait, alors, j'ai pas, monsieur De Gonneville-Emmanuel. Monsieur de Gonneville qui était là juste avant, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de la personne. Il dit, elle va agir comme ci, comme ça, mais c'est vrai. L'opposé, enfin, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que comme on n'est pas câblé tout à fait de la même façon, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je suis peut-être pas quelqu'un d'aussi joyeux que son fils, mais par contre, moi, depuis que je suis née, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, en fait. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne pensent pas ça. Et d'ailleurs, la personne qui m'accompagne, ma psychologue, elle me dit mais non, tout le monde il est pas bon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est pas gentil, et mettez bien vous en tête que les gens par définition ils vous veulent pas du bien. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Pas tous, mais elle pousse le trait oui, pour que je... Là. Et voilà. Et pour moi, c'est... non, voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme nous, on pense pas... On réfléchit pas de la même façon, pour réfléchir comme vous, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des réactions que vous allez avoir qu'on va pas forcément comprendre. Et nous, on doit faire un effort aussi pour comprendre comment vous fonctionnez. Quand j'ai appris, je vais commencer par apprendre mon potentiel. La première chose que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec ma psychologue, la psychologue qui m'avait fait le diagnostic, et je lui ai dit, OK, si les autres ils pensent pas comme ça, comment ils pensent? Donc, je lui ai demandé de m'expliquer comment les autres personnes pensaient, parce que je comprenais pas. Donc voilà, la différence, c'est comme vous êtes globalement en termes de proportion, nous on est minoritaires. Effectivement, c'est les minoritaires qui apparaissent et c'est les minoritaires qui vont avoir à faire l'effort. Et pas forcément le sens inverse. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est pourquoi j'ai mis la neurologie, parce que ça a des conséquences cognitives, sensorielles et émotionnelles. C'est bien ce que vous disiez, vous posez la question sur les émotions. C'est une vraie problématique et de toutes les façons, tous nos comportements sont initiés par nos émotions et par ce qu'on ressent. Et donc, à partir de là, ça génère des comportements différents. Et en fait, ce qui est un problème dans la société, ce sont les comportements. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit. C'est pas forcément le fait que les choses soient différentes à l'intérieur, mais c'est le comportement qui n'est pas dans la norme. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on juge sans forcément se poser la question de pourquoi, en fait, ce comportement est en place. Tout comportement a un objectif. Tout comportement a une raison. Voilà. Donc, quelqu'un qui va... être hypersensible à la lumière, par exemple, va porter des lunettes. Bon, moi, je suis hypersensible à la lumière, mais j'ai pas l'habitude de porter des lunettes des lunettes teintées. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va être hypersensible à la lumière. Il va venir ici, il aura des lunettes teintées. C'est pas très grave, hein. Oui. Là, vous êtes fait diagnostiquer tardivement sur toute votre carrière professionnelle. Du coup, ne le sachant pas. Vous êtes tout le temps, est-ce que vous êtes suradapté en fait à chaque situation parce que c'était bien en vous. Quand vous perceviez quelque chose qui n'était pas aligné avec vous, du coup vous êtes tout le temps adapté, suradapté. C'est quoi en fait le schéma Oui, le schéma c'est ça en fait, c'est-à-dire que en fait comme dans le trouble du spectre autistique, il y a une incompréhension des codes sociaux. Il y a des éléments sensoriels, mais principalement il y a une incompréhension des codes sociaux. Donc, en fait, je vais prendre pour vrai des assertions qui ne sont pas forcément vraies. Et en fait, je n'ai pas de repères. Donc, en fait, j'ai construit un certain nombre de repères par rapport à ce qu'on pouvait me dire, ou par rapport à ce que je ressentais. Et en fait, la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis perdue, en fait, parce que je m'adaptais en permanence. Et donc, au bout d'un moment, la suradaptation et l'adaptation, vous essayez un truc, j'ai bien compris qu'il y avait des choses qui marchaient pour telle personne, d'autres qui marchaient pour d'autres personnes, et donc je m'adaptais systématiquement à la personne qui était en face de moi, sans poser de limites, en particulier sans poser mes propres limites, en me perdant moi, exactement. C'est de générer des mauvaises croyances. Et en fait, des mauvaises croyances, oui, certaines mauvaises croyances, mais surtout, j'étais pas capable de me positionner moi-même par rapport à l'environnement. Et donc, pas capable de poser mes limites. Je me souviens, je sais que j'avais beaucoup de mal à dire non, mais en fait, c'est pas que je voulais pas dire non, c'est qu'en fait, je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je dise non. Et donc, voilà. Quand j'ai décidé de m'arrêter,
Sachant que j'ai eu 2 épisodes d'arrêt long. Avant le bœuf. Et quand j'ai décidé de m'arrêter, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je comprends pas. J'avais une collègue de travail qui s'était arrêtée, et puis dont la maman venait de décéder. Ça faisait 1 an qu'elle était en arrêt. Je me disais, mais je vois pas pourquoi elle est en arrêt depuis aussi longtemps, et puis pourquoi elle s'autorise à être en arrêt aussi longtemps. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi toi tu le fais pas? Voilà. Et c'est comme ça en permanence, en fait. Mais une journée, Oui. une journée de travail ordinaire, vous deviez sortir épuisé? Pas avant le burn-out, en fait, parce que j'avais, en fait, c'était une habitude et puis j'avais pas la conscience. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 15 années à peu près où j'ai travaillé dans des conditions limites. Quand je suis passée manager, mes enfants avaient 4 et 6 ans, j'avais 35 ans. Et j'avais pas vraiment envie de passer manager, mais j'étais dans un cadre familial où mon ex-mari était agriculteur, il ramenait pas d'argent à la maison, et donc je me suis dit bon t'as des études supérieures, voilà, moi je suis vétérinaire de formation initiale, j'ai un master en gestion d'entreprise. Je me suis dit ouais c'est bon, ça va aller quoi. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc, le management et puis la gestion des conflits, etc. Donc j'ai fait face, j'ai fait le job, et puis comme j'ai envie de le faire bien, je l'ai essayé de bien le faire. Et je l'ai fait hyper investi. J'avais 27 personnes en management direct, donc évidemment j'étais un peu fatiguée quand même. Et puis en fait il se trouve qu'on a dû accompagner avec mes frères et sœurs le décès de ma maman. Et là ça a commencé à gentiment exploser. Donc là j'ai eu un premier arrêt assez brutal parce qu'en fait j'ai fait la fibromyalgie, c'était à ce moment-là exprimé sous forme de colopathie fonctionnelle, donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais des grosses douleurs, etc. Et ma grosse erreur à ce moment-là, c'est de pas m'être arrêtée. Et personne ne m'a dit à ce moment-là, je dis bien personne, ni les médecins, ni mon environnement, m'a dit stop, faut que tu arrêtes. Donc je suis partie au boulot au bout de 2 mois, et ce qui fait qu'en fait pendant 13 ans, alors on a cherché, pendant 13 ans, j'ai travaillé toujours un petit peu à la limite en fait. Avec des hauts et des bas. On a cherché les traitements, on a cherché les médicaments, on a traité des céphalées de tension, on a traité plein de trucs. Les signes, ils étaient tous là. Je vous dis, j'ai vu un paquet de médecins. Je me suis toujours fait suivre sur le plan psychologique. On a essayé plein de trucs. Et en fait, quand en fait ça a commencé à se rajouter, c'est-à-dire que les relations de qualité que je pouvais avoir au sein de l'entreprise, en particulier avec le directeur ou avec les élus, j'étais dans une chambre consulaire, ont commencé à se dégrader. En fait, là, en fait, vraiment, la saturation cognitive, elle était plus gérable parce qu'il fallait à la fois que je fasse le quotidien et à la fois que je comprenne ce qui se passe et que j'agisse. Là, en plus, on était vraiment me sortent, mais alors complètement du champ, c'est-à-dire d'aller sur des jeux de pouvoir, à aller voir machin pour lui dire que non, j'aimerais bien faire ça, puis aller voir truc que non, j'aimerais bien faire ça, puis aller voir, et ça, pour moi, c'est insupportable, quoi. Donc je l'ai pas fait parce que ça correspondait pas à mes valeurs. J'ai essayé de trouver quelques options, et puis comme à bout d'un moment j'ai été mise dans un premier temps, quand j'ai été nommée directrice adjointe, en fait c'était pour le directeur une solution de mise au placard, parce que je l'embêtais un peu en fait, et puis petit à petit dans les jeux de pouvoir que les uns et les autres mettaient en place, moi comme j'avais décidé de pas jouer parce que en fait ça me fatiguait trop, je me suis fait éjecter. Est-ce que du coup systématiquement dans votre parcours médical vous aviez la réflexion mais madame c'est le stress? Oui, vous êtes trop stressé, faites-en moins. Ouais, d'accord. Au départ, j'ai pas compris. Au départ, j'ai pas compris. En fait, ce que je n'ai pas compris au début, c'est qu'en fait, c'était le corps qui décidait. Parce qu'on m'a dit, vous êtes stressé, faites-en moins. Ok, j'en fais moins. Donc moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, etc. Je me suis dit, ok, donc il faut que je calme mon esprit. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Et ça, donc ça, c'était juste pour illustrer ma réalité n'est pas la réalité de l'autre. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est qu'en fait, 90% des informations neurologiques viennent du corps et 20% des informations neurologiques viennent du cerveau. Ce qui vient du cerveau, en fait, c'est tout ce qui est moteur et volontaire. Donc, en fait, ça, je l'ai compris au moment du burn-out, après coup, parce que je me dis, il y a un truc que j'ai pas pigé. Et en fait, et c'est pour ça que je vous disais que les émotions et la sensation, c'est ce qui nous anime au quotidien.
Et donc, quand on ne sait pas forcément les gérer, ou quand on a des sensibilités qui soient soit hypo, soit hyper, bah évidemment que les comportements ils vont être différents. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, quand mon corps me disait bah, « ma cocotte, t'as mal au ventre, bah, tu vas rester couché », bah, en fait, il fallait juste que je lui dise « ok, je me couche ». S'écouter. Voilà. Et moi, je ne suis pas restée couchée. Voilà. Et quand mon corps me disait t'as mal à la tête, arrête de prendre des médicaments pour ta tête, va te coucher. En fait, il fallait que je me couche. Et bah, d'ailleurs, en venant, je me suis dit mais en fait, quelle est l'injonction qui a fait que et ben effectivement, si j'ai un petit peu de rappel, ouais, à 12 ans, j'ai eu des petites difficultés. Et c'est vrai que ma maman m'a dit mais tu auras des choses plus compliquées dans la vie à vivre, ma fille. Voilà. Et comme moi, j'ai pas de limite, bah, c'est quoi les choses plus compliquées? Jusqu'où je vais? Et j'étais j'étais soutien de famille. Hein, il n'y avait pas d'autres revenus dans la maison, donc il fallait bien que les choses elles se fassent. Hein. D'un autre côté, je l'aurais pas fait, on aurait sûrement trouvé les solutions. Hein. Et quand vous dites Sophie, c'est l'inverse, c'est-à-dire parce qu'il y a un adage bien dans son corps, bien dans sa tête, ou là c'est plutôt du coup bien dans sa tête, bien dans son corps. Non, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. En fait, par contre, souvent ce qu'on dit, c'est qu'en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que récemment là, il y a une émission sur avec comment il s'appelle là, Michel Simès et Adriana Carambeu. Voilà. Et en fait, c'est pas vrai. C'est comment dire. C'est vrai d'une certaine manière. Voilà, c'est vrai d'une certaine manière parce qu'en fait, si le corps est bien, l'esprit va s'apaiser. Voilà. Et par contre, il ne faut pas oublier l'inné. Voilà. Donc, mais l'inné, en fait, c'est simplement qu'au lieu que ça se passe de manière comme pour tout le monde, ben, là-dedans, il y a un moment ou un autre, il y a un système de régulation qui n'est pas comme pour les autres. Okay. Voilà. C'est pareil chez l'enfant et à l'âge adulte ou... C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Il y a juste que, si on prend par exemple le trouble du déficit de l'attention, où il y a 10% chez les enfants et 5% chez l'adulte, parce qu'en fait, la maturation du cortex préfrontal, il finit vers 30 ans. Et la maturation du cortex préfrontal, en fait, c'est tout ce qui est volontaire. Et donc, quand sur le trouble du déficit de l'attention, en fait, il y a une hyperstimulation au niveau sensitif, au niveau moteur. Et quand le cortex n'a pas fini de maturer, en fait, le rétrocontrôle est difficile. C'est-à-dire que se contrôler est compliqué. Voilà. Donc, c'est un exemple, hein, parce que une des difficultés à l'âge adulte et dans l'activité professionnelle, c'est ce qu'on appelle la gestion des fonctions exécutives, c'est-à-dire tout ce qui est organisation, savoir s'organiser, savoir respecter des horaires, savoir respecter une tâche à faire sans aller faire autre chose, etc. Des priorités. Voilà. Donc ça, c'est assez fréquent. Et quand c'est... Je dirais, on a tous cette difficulté-là, et ça, c'est la diapo d'après, qui est pour moi la diapo... Alors ça, c'est l'explication, c'est plutôt la celle d'après, ça, c'est l'explication de ce que sont les fonctions cognitives. D'accord? Donc, bien comprendre quand il y a un déficit ou une problématique cognitive, qu'en fait, ça touche toutes les étapes de la vie. C'est juste, c'est juste une difficulté. On peut avoir des problèmes de mémoire, de langage, de raisonnement, d'apprentissage, de la résolution de problèmes, de prise de décision, de perception, d'attention. Donc, en fait, ça touche énormément de domaines qui nous concernent tous. Donc, oui, on est tout le temps en train de dire, moi, je suis un peu autiste là-dessus, je suis un peu autiste là-dessus. Et donc, effectivement, on est tous un peu quelque chose. Tout à l'heure, je parlais d'une caractéristique physique, c'est-à-dire une couleur des yeux, d'une couleur de cheveux. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi normale, une courbe de Gauss. Tous les phénomènes biologiques, en fait, sont répartis là-dedans. Et donc après, ce qu'on va appeler la normalité, et ça s'appelle la loi normale, c'est ce qui va être entre ces deux traits-là, quoi. Mais il y en a qui sont là, et puis il y en a qui sont là en fonction de la caractéristique. Les yeux bleus, il y en a qui vont avoir les yeux bleus classiques, puis il y en a qui vont avoir les yeux bleus très clairs, puis il y en a qui vont avoir les yeux bleus très foncés. D'accord? Et c'est vrai pour tout. Donc, un élément qu'on connaît bien qui est le QI, voilà, le QI, il tombe là. Donc, ceux qui ont un QI élevé, ils tombent là. Ceux qui ont un QI en dessous de 85, ils tombent là. Mais par contre, ça reste un continuum. Donc, sur chaque caractéristique, on est tous avec des caractéristiques différentes. Donc, peut-être qu'une personne qui va pas être considérée hyperactive, mais qui va quand même avoir beaucoup de jours bouger, elle va se positionner là. Et puis, celui qui est là, il va être vraiment hyperactif.
Mais c'est pas pour ça qu'il est fondamentalement différent, c'est juste qu'en fait, il est dans un extrême. Ce qui veut dire aussi que tout ça, c'est contextuel. C'est-à-dire dans un environnement où les choses sont faites, par exemple, chez O3 Experts qui ont beaucoup d'autistes, ils ont organisé des bureaux parce que les autistes ont souvent une hypersensibilité, ou plusieurs hypersensibilités, ou quelques hypersensibilités. O3 Experts, c'est donc un cabinet d'expertise comptable, c'est bien ça? O3 Experts, c'est une entreprise qui apporte des services dans différents domaines. D'accord. Une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, donc qui est à Tours, et il propose des choses, en fait, de la saisie du service administratif. Ils proposent, ils ont plein d'ateliers différents dans lesquels ils emploient une quarantaine de personnes autistes et puis d'autres handicaps aussi. Et pour les personnes qui ont des activités en bureau, en fait, ils ont créé des bureaux adaptés. Donc un peu capitonné, avec une réduction des bruits, avec une réduction des lumières, voilà. Et alors les gens aussi travaillent à temps partiel, mais pourquoi on travaille à temps partiel? Et c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, quand on travaille avec des personnes qui sont normales, en fait l'adaptation elle fatigue. Et donc à partir de là, effectivement, le temps de travail est moins et peut être moins long. Enfin, ne peut pas, voilà. Donc ça, cette courbe-là, ce schéma-là, il est vraiment pour moi essentiel. Et c'est pour ça que moi je préfère parler de neurodiversité. Donc c'est un schéma qui m'avait été présenté par un psychiatre en Normandie qui essaie de parler de tout ce qui est un peu psychique et cognitif pour justement faire de la diffusion et de la sensibilisation. Et il est vraiment pour moi, très révélateur parce que on est tous faits de la même façon, on a tous des extrêmes et il y a certains extrêmes qui ne sont pas bien vus parce qu'ils génèrent des comportements que l'on ne comprend pas en fait. Voilà. Et à partir du moment où on a compris que c'est le comportement est révélateur d'autre chose, on va aller chercher la cause du comportement. Et ce que disait Emmanuel tout à l'heure par rapport au management, moi qui ai une grosse expérience de management et qui accompagne les entreprises sur le sujet, moi ma volonté c'est de mettre en place dans les entreprises un accompagnement, un management qui tient compte en fait de l'individu. Et je dis en permanence, en fait il n'y a pas de management des personnes en situation de handicap. Si on manage en tenant compte des individus, c'est-à-dire en se posant la question de qui ils sont, de toutes les une personne qui est en situation de handicap par rapport à la société, le handicap il est défini par rapport à la société au sens large, en fait on tient compte de ses particularités et donc mais pour moi le management, il y a obligatoirement une partie personnalisée. Je n'imagine pas un management qui ne soit pas personnalisé en fait, parce qu'on a des activités qui sont collectives et des sens qui sont collectifs et des choses plus particulières. Sophie, petit point timing, il est 9h37, je pense qu'on a bien compris et défini en fait le cadre de ce qu'on peut appeler du coup handicap psychique et cognitif. L'idée c'est de pouvoir aussi donner des clés de gestion d'entreprise en qualité du coup de chef d'entreprise ou de manager. Quelles clés vous pouvez donner pour qu'on puisse s'adapter et puis diriger nos entreprises avec des personnes dans ces situations. Alors les diapos, c'était des diapos sur des chiffres, et puis des rappels de textes de loi, mais que je pense que vous connaissez tous. Donc ici, c'est deux documents que j'ai préparés pour la CPME la semaine dernière, mais qui synthétisent en fait les éléments de comment faire en entreprise. Il y a deux choses, c'est qu'il y a des compétences spécifiques, donc qui peuvent être une valorisation et un point fort pour l'entreprise, des vitesses de stressement, de la rigueur extrême, de l'intuition. Une personne qui a un trouble de déficit de l'attention, il va être hyper intuitif parce qu'en fait, il va regarder partout ce qui se passe. Ça va être des sentinelles, par exemple pour l'armée, parce que ce sont des gens qui sont tout le temps en veille. Donc ces personnes aussi qui peuvent être réactives. L'hypersensibilité, elle peut être intéressante parce qu'en fait, on va réagir à tout de suite des choses qui nous paraissent un peu bizarres. Et parfois des choses que en fait, en termes de sensibilité ou de vision, vous voyez pas. Donc ça aussi c'est compliqué parce qu'en fait on nous dit c'est pas le moment. Oui, mais si, ça va arriver. À niveau d'expertise élevé, parce qu'en fait il y a des domaines de préférence, en particulier dans l'autisme, mais même sur la trisomie. Il y a des domaines de préférence et comme souvent en fait
je dirais la rigidité de l'esprit fait qu'en fait, il y a une préférence sur un sujet précis. Et donc, ce sujet précis, il va être hyper connu. Enfin, ils vont aller au bout du bout. La gentillesse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, moi qui évolue là depuis un an et demi dans le milieu du handicap, ce qui n'était pas le cas avant, qu'est-ce que ça fait du bien? Oh mon Dieu! C'est beaucoup moins compliqué et ça fait vraiment du bien. On peut parler de bienveillance. Oui, C'est plus que de la bienveillance en fait. C'est-à-dire qu'il y a ouais, c'est vrai. Alors c'est de la gentillesse et c'est-à-dire qu'il y a rarement de deuxième degré en fait. Et voilà, c'est pas bonjour, je vous salue et puis alors qu'en fait C'est pas de la politesse. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est franc en fait, il y a les choses, elles sont dites et ce qui est dit, on n'analyse pas en permanence ce qui se passe derrière. Des choses contre lesquelles je me suis beaucoup battue, c'est ben oui, mais si tu dis ça, c'est parce que tu as certaines intentions en fait, et des intentions entre guillemets politiques et personnelles. Bah non, moi si je dis ça, c'est parce que je le pense, et en généralement quand je le dis, c'est parce que je l'ai suffisamment réfléchi pour savoir pourquoi je le dis. Et ça, c'est épuisant en fait. Et ce premier niveau, en fait, il est extrêmement reposant. Et puis voilà, et puis il y a aussi toute cette notion du moment présent. Ces personnes-là, enfin, on est beaucoup plus dans le moment présent et sans, je dirais, aller chercher vraiment des intentions qui sont pas là, quoi. Enfin, ou qui voilà. Et appréciation différente de l'environnement, ben évidemment, comme les sensibilités elles sont différentes, soit il y a des choses qui vont pas être senties. Ah ben tiens, moi je l'ai pas vu parce qu'en fait la sensibilité est pas là, donc peut-être que en termes de com il faut faire les choses autrement. Ou inversement, l'hypersensibilité va dire ah ben oui, mais moi dans cet environnement-là je peux pas faire telle ou telle chose. Donc il y a vraiment des compétences spécifiques et ça effectivement si on discute pas avec la personne, ben on va pas les valoriser. Donc c'est comme ce que disait Emmanuel de Gonneville avec les cafés joyeux, c'est de dire que finalement le handicap c'est pas forcément des moins, il y a beaucoup de plus. Oui. Et en qualité de chef d'entreprise, c'est de mettre en avant ces plus-là, mettre en avant la différence et puis de les mettre dans de bonnes conditions finalement. Exactement, c'est de mettre en avant la différence et après voilà, c'est savoir les besoins spécifiques. Et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur la diversité et sur le management spécifique. Voilà, faire plus de pauses, c'est peut-être pas la fin. Moi, j'ai fait une mission juste avant dans le handicap, donc je devais accompagner les entreprises. Et c'est là où c'est sur cette partie-là où c'est compliqué Oui. pour les entreprises de créer des bulles un peu particulières, notamment par exemple faire des pauses et tout ça. Et c'est bien. D'arriver un petit peu plus tard le matin, c'est vrai que... Et par rapport aux autres, moi je travaille pour une entreprise adaptée. Hein. Et donc l'objectif c'était de mettre nos salariés en milieu dit ordinaire. Et c'est là où ça fonctionnait pas. Quoi. On en revient au management personnalisé, c'est-à-dire que c'est un peu contradictoire. On essaie de mettre en place un management pour l'ensemble de ses salariés avec des règles communes, peut-être un règlement intérieur ou des choses comme ça. Mais à côté de ça, il faut arriver à créer des spécificités, des choses qui permettent à ceux qui ont des compétences spécifiques de pouvoir mieux s'adapter, de mieux être inclus, d'essayer de faire de l'inclusion. Sans créer d'injustice par rapport aux autres. Alors c'est là où en fait il y a une différence entre égalité et équité, et on est plus sur des notions d'équité que sur des notions d'égalité. Voilà, et c'est aussi... Ça va être dans la manière de communiquer peut-être à l'ensemble des équipes. Voilà, aussi, et de dire, ok, mais toi, on a des collaborateurs qui ne sont pas en situation de handicap, qui expriment clairement leurs besoins. Je veux dire, qui disent clairement, moi, quand je travaille sur un sujet, je ferme ma porte, alors que l'entreprise peut demander que la porte reste ouverte. Voilà, que les portes restent ouvertes, qu'on puisse échanger, etc. Moi, je ferme ma porte. Au moins, quand ma porte est fermée, vous savez que je suis... Alors, il y a même qui mènent des étiquettes. Ça, c'est accepté. Donc, et pourtant, c'est bien un besoin spécifique que la personne a parce qu'elle veut pouvoir travailler sur son dossier pendant 2 heures. Et voilà, donc on est sur comment je fais pour pouvoir être performant pour l'entreprise. Et pour être performant pour l'entreprise, je peux avoir besoin de choses qui sont un peu différentes. Il y a une chose qui est très importante, qui est ici, qui est ne pas recevoir trop de consignes à la fois ou ne pas faire 2 choses à la fois. Quand on a une diminution des capacités cognitives, en fait, chez les enfants, on parle de la double tâche. Quand on est sur des enfants 10, moi je vois bien mon fils Yannick, il a du mal à la fois écrire sur sa feuille et à la fois regarder ce qu'il y avait au tableau.
Donc la double tâche est compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut que le manager, en fait, il donne une tâche, puis une tâche, puis une tâche. Ça n'empêche pas de donner le sens global à un moment ou à un autre, mais voilà, ça veut dire aussi que sur certains profils, c'est vraiment travailler sur l'organisation du travail et trouver des pistes et des choses et imaginer, ou alors il y a plein de choses qui existent, et d'accompagner le collaborateur à trouver le truc qui lui va bien. Effectivement, ça prend du temps. Mais c'est le sens même, parce que je veux dire, moi j'ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs, l'organisation du travail, c'est pas facile, quoi, hein, pour qui que ce soit. Donc voilà, et donc à chaque fois on trouvait une autre solution, une autre piste, tiens, est-ce que tu veux faire comme ci, est-ce que tu veux faire comme ça, et ainsi de suite. Et voilà, mais je conçois que je suis d'accord que c'est pas facile. Hein. Ah oui, non, les entreprises, elles sont pas tellement bien équipées. Elles sont pas encore prêtes. Oui, elles sont pas prêtes, pas équipées. Elles sont... Mais j'ai envie de dire que ce soit dans des situations de handicap ou pas. Oui. Parce qu'en fait, on se rend bien compte dans le management de personnes qui ne sont pas en situation de handicap qu'on se détache de plus en plus de l'humain et du besoin de l'humain sur les situations de management, parce que ce qu'on attend, c'est des résultats. Quel que soit le résultat, hein, qualité ou non qualité, il faut que ce soit fait. Si c'est pas bien fait, c'est pas grave. Si la personne, elle y passe 2 heures ou 10 ou qu'elle fait ça par-dessus la jambe, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on produise quelque chose. Et c'est là où on épuise aussi les gens, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Oui. Alors effectivement, si on a après affaire à des hypersensibles, des choses comme ça, là, les gens, ils Oui. partent en burn-out, tout à fait. Exactement. Et c'est là, en fait, où, à mon sens, c'est propre à moi, où on n'a pas la bonne posture ni la bonne attitude, parce que si on va auprès de l'humain, en comprenant son besoin, en fait, aujourd'hui, si c'est bien fait ou mal fait, on s'en fiche un peu, tandis que si on répond aux besoins, la personne, justement, va peut-être mettre moins de temps, mais ça va être bien fait. Oui. Et en fait, c'est là où on va gagner en performance et en productivité. Exactement. Et donc, on n'utilise pas à bon escient et on pense à l'inverse. Il faut produire, on s'en fout, etc. Tandis que si on écoute vraiment le besoin de l'humain, déjà en ayant écouté, il y a la reconnaissance. La personne, elle va s'investir, mais naturellement, c'est même pas, voilà, elle fera son travail, mais elle sera beaucoup plus efficace et performante. Et c'est là où, en fait, on aura gagné en production. Et puis c'est un vrai enjeu RH. On voit aujourd'hui les difficultés de recrutement. Je crois qu'il faut tout faire déjà pour conserver ses collaborateurs, en tout cas surtout si c'est des bons collaborateurs et des talents dans l'entreprise. Après, je pense qu'il faut nuancer aussi. La majorité de personnes qui sont là ce matin ou qui nous écoutent sont des TPE, PME. Ils sont quand même portés sur des petites équipes. Et je pense qu'ils ont conscience de ça. Maintenant, après, il faut avoir les moyens de le faire, parce que forcément, on a tous une raison économique pour agir sur la pérennité des entreprises. Ce qui est très difficile, en fait, quand on n'a pas un management naturel en place comme ça, c'est qu'au moment où on le met en place, c'est très consommateur de temps. Voilà. Une fois qu'il est en place, ça va aller, parce qu'en fait, on va avoir pris l'habitude d'anticiper. Parce qu'en fait, c'est un management qui doit être beaucoup plus anticipateur que quand on gère que du quotidien. Donc en fait, au début, l'effort que ça demande à la mise en place, quand on démarre pas, quand c'est pas déjà en place dans l'entreprise, c'est un énorme effort, et c'est effectivement une charge globale, une charge mentale, et une charge d'organisation qui est lourde. Voilà. Mais et puis de la rigueur, parce que si vous avez parlé de, par exemple, travailler à la tâche, finalement, enfin la tâche ou à la consigne, pour pas multiplier les efforts. Le manager aussi, il doit avoir un rôle de suivi qui va être beaucoup plus régulier, finalement. Oui. Donc il y a une notion de rigueur et de temps qui est importante. Oui, mais moi je sais plus, là, il y a quelques mois, durant l'automne, là, j'ai participé à une réunion sur comment accueillir la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, elle est là-dessus, hein. Parce que ils viennent avant tout pour leur identité et pour ce qu'ils sont. Donc en fait, ça va complètement dans le sens. Et l'intervenant expliquait qu'ils apportaient une spécificité et leur spécificité, qui voulaient être reconnus pour leur spécificité. Donc voilà, donc cette souplesse-là, il va falloir la mettre en place parce que de toute façon, ils nous obligent à le mettre en place. Et c'est maintenant, les entreprises ne sont pas prêtes, mais la génération, elle arrive sur le marché. En quête de sens. Je travaille pour des très grands groupes et effectivement, ils mettent en place très souvent des team building et
bienveillant, avec beaucoup de formation en ce sens. Disons que en cours de formation et pendant le team building, c'est bien, mais c'est vite oublié une fois qu'on est sur le terrain parce qu'on a le rappel à la performance, à la rentabilité, à la croissance. Du coup, c'est vrai que c'est très très difficile. Effectivement, la nouvelle génération vient tirer sur l'élastique en disant attendez, on va y aller doucement et on va rechanger le paradigme, puisqu'on n'est plus du tout dans cette mouvance-là. Et effectivement, je constate qu'en PME, on va avoir plus tendance à essayer de mettre en place ce style de management. A contrariori, en TPE, c'est plus difficile parce que le dirigeant d'entreprise est vraiment sur tous les fronts. Et du coup, il a du mal à être en accompagnement avec des personnes derrière. Et ça nécessite d'avoir une strate managériale suffisante pour encadrer. Et là, c'est le problématique de l'encadrement de la strate managériale parce qu'ils ne savent pas faire. Juste, je rebondis, puis je vous laisse la parole. Par rapport à ce que vous dites, moi, je l'ai bien constaté dans l'entreprise que j'ai gérée, enfin, dans laquelle j'étais. Et c'est pour ça que soit moi ou quelques-uns de mes partenaires, en fait, moi, l'objectif, c'est d'être dans la boîte. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de mettre en place une formation à la gestion de projet dans une entreprise que j'accompagne depuis 1 an et demi. La gestion de projet, elle est calée sur le projet qui est en cours. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est pas, je dirais, la théorie qu'on va apporter, c'est comment on la met en pratique derrière. Et donc, c'est de l'accompagnement sur 1 an et demi, auprès des managers, auprès du dirigeant, en disant, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? On régule et on est dans le vif du sujet. Parce qu'effectivement, sinon c'est trop compliqué. Après, bon, moi, j'ai le cheval qui aide aussi à prendre des vraies prises de conscience sur comment on est et à progresser. Mais si on n'est pas dans les entreprises au quotidien, c'est un accompagnement opérationnel qui permet de faire le changement. Oui. On a tous la volonté de vouloir bien faire et c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Maintenant, en voulant bien faire, il y a quand même une gestion de l'humain, comme vous dites, personnelle. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des formations, des outils? Parce qu'on peut vite être démuni en n'ayant pas en fait de clés pour pouvoir agir face à une situation du style il a ressenti ça, il a perçu ça comme ça. Je fais comment pour avoir le langage bien adapté pour lui faire comprendre que c'était pas contre lui, c'était pas tout ça. Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Parce que intégrer une personne avec justement toutes ces qualités en plus, c'est un chouette projet. Mais comment on peut faire derrière pour bien y répondre et que ça continue à être chouette et qu'on ne soit pas vite démunis dans la gestion de l'humain en fait? En fait, les formations qui existent et qui peuvent être faites, c'est tout ce qui correspond à la compréhension du fonctionnement naturel de l'être humain. Donc tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle. J'en avais une en tête qui vient de partir, mais qui va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, le travail sur le leadership au sens... tout le monde dit bien que le leadership, c'est pas être chef, en fait, c'est accompagner. Voilà, je vais vous parler du travail que je fais avec le cheval, parce qu'en fait, cette prise de conscience, elle est évidente, parce que dans la relation au cheval, qui est un cheval en liberté, on ne monte pas du tout dessus, le cheval, vous ne pouvez pas lui faire ce qu'il n'a pas envie de faire, et s'il n'a pas envie de rentrer en relation avec vous, parce que votre posture, à ce moment-là, elle n'est pas bonne, il ne rentrera pas en relation avec vous. Et un des éléments, pour moi, qui est très important, c'est vraiment de réapprendre à sentir son corps. Parce qu'on est tous des êtres d'émotions et des êtres de sensations. Les émotions, elles arrivent avant tout. Je veux dire, elles arrivent toujours quelques millisecondes avant le reste. Et donc, pouvoir sentir son corps, mais même pour les personnes qu'on accompagne, et donc sentir qu'à ce moment-là, il y a la colère qui monte, et que non, c'est pas le moment d'intervenir. Non, il faut que je fasse quelque chose avant pour me réguler, parce que sinon, voilà. Donc ça ne veut pas dire nier ses émotions, parce qu'on est plutôt dans un environnement qui favorise l'intellect et qui nie le reste. C'est revenir justement à notre fonctionnement d'être humain. Donc bien comprendre comment la neurologie fonctionne et respecter cette neurologie-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est apprendre à parler avec assertivité. Donc c'est ça, c'est dire je, c'est donner du cadre, parce que ça, c'est essentiel dans l'entreprise, contrairement à ce qu'on peut penser. Le cadre, c'est une priorité. Et le cadre, il permet d'éviter d'attaquer sur la personne, mais d'attaquer sur les valeurs
valeurs, enfin d'attaquer entre guillemets, mais de repositionner en fait sur les valeurs et sur le sens, et pas de repositionner sur l'individu. Parce qu'en fait, l'individu, on va le repositionner si par exemple ça va pas bien, sur, en fait, ok, tu es intervenu comme ça, mais nous, notre volonté par rapport au client, c'est pas ça, ou notre volonté, c'est d'atteindre tel niveau de qualité et c'est dans nos valeurs. Donc, moi, je souhaiterais que ton comportement soit plutôt celui-là, mais par rapport à mes valeurs et par rapport à mon objectif d'entreprise, pas par rapport à ton identité à toi. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. C'est difficile à faire, mais c'est extrêmement important. Sophie, juste dernier point Oui. timing, il est 55, on a démarré avec 10 minutes de retard, donc il va rester un petit quart d'heure. Ok, moi ça va. Pascal. Ouais, juste une remarque. Oui. En tant qu'ancien chef d'entreprise, j'ai quitté, ça fait 1 an et demi, mais aujourd'hui je suis sur la création de l'entreprise pour mettre en valeur tout ce qui est mission, valeur et culture d'entreprise. J'ai discuté, j'ai multiplié les contacts, je me documente aussi. On a quand même affaire à un tsunami total dans toutes les entreprises. Je ne parle pas de l'énergie et tout ça, mais d'une part, les entreprises ont effectivement, Maxime, beaucoup plus de mal à recruter maintenant qu'il y a ne serait-ce que 2 ans. Et j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, moi je ne cherche même plus à fidéliser, parce que je dépense déjà trop d'argent, trop d'énergie pour des gens qui font partie de la génération effectivement nouvelle, X, Y, Z, et qui ne vont pas rester. Parce qu'en fait, ils sont détachés du milieu de l'entreprise. Et la dernière étude en fait, qui est sortie, ça fait 15 jours, menée par la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP, montre qu'en 1990, vous aviez 60% des gens qui considéraient que le travail était très important. Aujourd'hui, ils sont même pas 25%. C'est-à-dire qu'on a un détachement effectivement du salarié par rapport aux valeurs d'entreprise et favoriser, le mot n'est pas bien choisi, mais en fait amplifié par la crise Covid qui a développé le télétravail. Le télétravail, c'est une personne qui n'a plus de contact avec l'entreprise, ne serait-ce que par un écran. Donc, qui favorise aussi un certain détachement social de l'entreprise. J'ai fait beaucoup de télétravail, donc j'étais commercial sur l'Europe, et bon, vous n'êtes pas dans l'entreprise, et vous avez un sentiment de déclassement. J'ai fait ça 8 ans, parce que vous n'êtes pas au courant des avancements, des promotions, des pots de fin d'année, des cancans de la machine à café, c'est de rien, vous faites très bien votre boulot, mais vous êtes détaché. Et en fait, vous avez effectivement quand même, aujourd'hui dans une entreprise, un malaise qui est accentué par les difficultés économiques, et qui fait que pour intégrer quelqu'un qui globalement, comme disait mademoiselle qui vient de partir, n'est pas opérationnel tout de suite, qui n'a pas de résultats et tout ça, chef d'entreprise déjà n'est pas forcément formé pour être chef d'entreprise. Il y a très peu d'écoles en France qui forment à être chef d'entreprise. Et en plus, il a du mal à gérer sa fonction habituelle, mais en plus, devant les défis qui s'annoncent devant lui, j'ai l'impression qu'il n'a plus envie de chercher. C'est-à-dire il faut que ça avance, et il faut qu'il survive. Et le sentiment que j'ai depuis 1 mois et demi à rencontrer des chefs d'entreprise, c'est que pour eux, ils sont plus basés sur les notions de bienveillance, d'intégration, de fidélisation, mais sur les notions de survie. Et ça fait partie du climat ambiant et ça fait partie de voilà. Mais c'est pour ça, moi je partage et je comprends très bien ça. Et c'est là où moi je pense que par rapport à ce que vous dites sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles sur apprendre à chef d'entreprise, moi une de mes cibles sont évidemment, je dis clairement, sont les chefs d'entreprise, parce qu'en fait les chefs d'entreprise ils ont besoin de partenaires pour échanger quoi. Et ils n'ont pas toutes les solutions, ça c'est clair. On les a pas toutes parce qu'on pense pas, on est ce qu'on est. Et vraiment je vais revenir à ma manière de voir qui est peut-être un peu bénie. Oui, ok. Mais je vais dire des partenaires objectifs, des choses où en fait des moments où on pose les choses de manière simple et justement d'essayer de revenir, d'essayer justement d'effacer un petit peu toutes les injonctions qu'on va avoir. Je ne veux pas dire d'effacer les problèmes, le problème énergétique est un vrai problème, au contraire, mais d'effacer les injonctions pour ressortir l'essentiel en fait. Et dire, ok, c'est là-dessus que tu dois te concentrer, là-dessus que tu dois te concentrer, là-dessus que tu dois te concentrer. Est-ce que tu dois être présent à tel et tel endroit ? Pose-toi la question. Et donc, c'est un retravail, en fait, sur les priorités, sur c'est quoi être un chef d'entreprise et comment la personne, elle a envie d'être chef d'entreprise, en fait. Je fais un petit clin d'œil à... C'est une des missions des petits déj pro aussi, de donner des clés de compréhension sur la gestion d'entreprise
de manière assez simple. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Effectivement, il n'y a pas assez d'écoles ou de formations qui forment les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Et c'est en cela qu'on a voulu imaginer les petits déj pro avec une thématique différente chaque mois pour aider à monter en compétences. Ouais, c'était un petit peu mon propos. Je voulais faire un clin d'œil du coup à l'ERET. Venez nous rejoindre dans le réseau. Donc en effet, il y a les petits déj pro et l'année prochaine, on va encore plus loin. On va proposer à nos adhérents des ateliers de co-développement en petits groupes pour justement aller cibler une problématique interne à un chef d'entreprise. Et du coup, on va la mettre en avant, cette problématique, à 5 pairs en fait, pour pouvoir travailler et échanger de manière confidentielle et directe sur ces problématiques-là. Donc il y a plein de choses à faire là. Je voulais juste finir avec Pascal. En effet, je suis d'accord avec toi sur le monde bouge en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le chef d'entreprise, il est aussi là pour anticiper et voir un petit peu, essayer de lire au mieux l'avenir. Et je pense que de toute façon, il va falloir qu'on collabore et puis qu'on travaille avec cette nouvelle génération. Donc c'est aussi aux entreprises de s'adapter et puis de mettre en place des solutions ou de travailler avec l'inclusion, essayer de travailler différemment finalement pour anticiper toutes ces problématiques-là. Tout en étant en mode survie. Ouais. Ah oui. En étant en mode c'est ça. c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Ce qu'ils font tous aujourd'hui, c'est qu'ils proposent en recrutement des gens avec télétravail. Alors c'est celles qui proposent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais en même temps, enfin, je leur dis, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je leur dis attention, vous êtes sur une branche que vous sciez, parce que vous intégrez quelqu'un que vous mettez tout de suite chez lui à travailler au bout d'un mois, il ne fera jamais partie complètement de la culture entreprise. Et moi, c'est mon créneau. Et la culture entreprise se nourrit uniquement par les comportements en fait, des managers vis-à-vis des employés. La culture entreprise, pas quelque chose de figé, ça bouge tous les jours. Et donc, elle se cultive avec ça. Et de déporter des gens à télétravailler chez eux, c'est dangereux à terme. Est-ce qu'il y en aura besoin? Parce qu'en fait, on peut tenir les collaborateurs avec leurs besoins. Tout le monde est différent. Exactement. Est-ce que ça aussi correspond aux besoins de l'entreprise? Oui. Il ne faut pas que ce soit... Non, c'est un échange, on ne peut pas aller que dans le sens du collaborateur non plus. Voilà. De toute façon, si ça va à l'encontre de l'entreprise, pour moi, c'est contre-productif et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. En fait, c'est une généralité. C'est quoi le besoin? De quoi tu as besoin? Est-ce que, voilà, moi j'ai ce besoin-là, c'est un échange. Ok, on réfléchit, bon, ça peut le faire, ça peut pas le faire, mais on sait, aujourd'hui, une personne a un cycle entre 3 et 5 ans. Donc, comme vous disiez, il faut toujours aussi... maintenant, avant un chef d'entreprise, c'est 42 ans d'avance. Maintenant, c'est lui, il faut pas en avoir 4. C'est-à-dire que je fais quoi pendant 6 mois? Je prends un guidon parce que je sais que de toute façon, lui, il va arriver à la fin de son cycle et que je ne vais pas réussir à le fidéliser parce qu'il est jeune, il a envie de voir plein de choses, de voir plein d'entreprises différentes et peut-être qu'il reviendra. Et ça, il revient quand il veut avec ses nouvelles compétences. Mais, et il reviendra si on a aussi mis en place des choses et qu'on l'accompagne aussi. Qu'on l'a accompagné, voilà, c'est ça exactement. Mais, voilà. Mais c'est du style, est-ce que parce que je prends 2 fois la même compétence, que quand il va partir, finalement, j'aurais dû un remplaçant qui serait intégré. Voilà, c'est une réflexion, mais aujourd'hui, moi, quand je recrute, j'entends, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de, si j'ai envie de prendre une journée, de le prendre. Alors, oui, ok, je l'entends. D'être en phase avec mes valeurs, l'acquis, tout ça, on en a parlé. J'ai besoin de me reposer parce que telle mission m'a pris de l'énergie et que à la fin de la semaine, je vais devoir avoir mon vendredi parce que j'ai besoin de me reposer, de faire un temps pour être plus productif lundi. Ça s'entend, mais est-ce que moi, derrière, je peux mettre en place un planning parce que ce jour-là, quand tu n'es pas là, comment je peux pallier à son remplacement? Et c'est en ça où, de toute façon, le métier, c'est un vrai recrutement. C'est-à-dire que si le recrutement n'est pas bien fait, on n'a pas décelé exactement le besoin de la personne et on va au clash, en fait, derrière. Oui, mais il faut que l'entreprise soit en capacité... Il y a le besoin et il y a... moi, je pense qu'il y a aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a des valeurs et elle a des contraintes. Et si la personne, elle n'est pas prête à assumer, à vivre dans ces contraintes-là, c'est qu'elle n'est pas faite pour l'entreprise. Et inversement, quand l'entreprise évolue, il peut y avoir des... Voilà. Et moi, je pense qu'une des grosses difficultés, c'est qu'on a essayé... c'est la... Comment dire
on cherche toujours la solution et qu'en fait, on est sur des curseurs en permanence sur tout, en fait. C'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, il n'y a pas une solution, il y a un ensemble de solutions et qu'en fait, on teste et on voit si ça marche en permanence. Et effectivement, les curseurs, on les monte, on les descend. Voilà, vous dites une culture d'entreprise, ça bouge en permanence. Oui, ça bouge en permanence. L'idée, malgré tout, c'est d'avoir un cadre sur une période donnée. Et puis après, on l'a fait bouger, mais on l'a fait bouger de manière un peu plus importante. Voilà. Et la dernière chose, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, et dont je fais partie, hein, et j'ai marqué réseau de sentinelles, parce que c'est les personnes avec mon type de profil qui vont réagir en premier. Hein. Comme vous disiez tout à l'heure, la personne un peu hypersensible, elle va être la première à partir en burn-out, ou etc. Et donc, c'est très intéressant de les voir évoluer, parce qu'en fait, s'ils commencent à être en alerte ou s'ils commencent à être mal à l'aise, c'est un indicateur. Moi, ma stratégie aujourd'hui, elle est de dire, moi, j'ai telle et telle compétence, utilisez-la, quoi. Utilisez-les. Prenez-les, utilisez-les. Mais je ne veux pas, je pense que c'est pas pertinent que je rentre dans votre entreprise, parce que l'ensemble des choses que je vais avoir à gérer ne va pas me permettre, à la limite, d'être aussi opérationnel que qu'en restant à mon compte. Voilà. Et quand vous dites mettez quelqu'un travailler en télétravail, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vient chercher explicitement la compétence de la personne. À la limite, si la personne n'a pas le besoin d'être dans l'entreprise, c'est peut-être pas une fois en soi. Puis vous allez avoir d'autres collaborateurs et peut-être aller chercher d'autres profils, par exemple vos managers, par exemple, voilà, qui vont avoir plus ce besoin-là, ou qui de toutes les façons, ça fera partie du cahier des charges. Et c'est là où en fait on mélange le cadre et la liberté. C'est-à-dire que plus il y a de cadre, plus on a de liberté, contrairement à ce qu'on pense en fait. Parce qu'au moins on sait où on va. On sait où on va. Et souvent les règles on les donne pas en entreprise. Et donc à partir du moment où on n'a pas les règles, eh ben, c'est là où on commence à perdre le fil et à perdre un certain nombre de choses. Oui. Après on est sur une problématique de culture aussi française, avec un grand changement de paradigme sur le mode de fonctionnement des TPE, PME et de leurs dirigeants, puisque il y a 20-40 ans en fait on était sur des entrepreneurs qui étaient non pas créateurs d'emploi mais créateurs de travail, avec des idées et des envies de produire et de travailler. Aujourd'hui le chef d'entreprise doit plus se positionner sur des valeurs sociétales plus que des valeurs de travail, donc des valeurs d'emploi et sociales. Et effectivement, on a plus de mal aujourd'hui à valoriser en fait l'image de l'entreprise, le corporate, puisqu'on est plus sur de l'individuel et de la vie privée à valoriser. Donc je comprends que quand on veut recréer des entreprises aujourd'hui et de promouvoir la valeur travail, ça devient très compliqué pour les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, qui eux sont à fond dans leur projet, et pour recruter en fait, quel que soit le type de profil, avec ou sans handicap cognitif, j'imagine que c'est vraiment difficile d'accompagner en fait les entrepreneurs. Et puis les chefs d'entreprise, en fonction de leur type de travail et de leur corps de métier, c'est des techniciens. Voilà. Et oui, c'est pas des chefs d'entreprise. Ils sont focus prod, ils sont focus technique. Toute cette partie-là, après il y a des personnes qui sont, c'est leur métier, qui viennent en appui, mais ils sont dépassés. Alors, moi je suis passionnée par des gens qui sont passionnés par leur métier, la technique, la production, tout ça. C'est des personnes que je suis passionnée de les entendre, de les écouter, qui me transmettent tout ce qu'ils peuvent, au contraire. Ils aiment ce qu'ils font, mais c'est vrai que les dirigeants d'entreprises petites ou même intermédiaires, ils sont quand même focus sur la technique et n'ont pas le même encadrement derrière et les mêmes managers que dans les grands groupes, où justement il y a une déclinaison, c'est cadré, etc. Ils sont quand même sur tous les fronts. D'où pour moi l'importance de se faire accompagner pour avoir ce rappel en permanence et ce repositionnement en fait en position de chef d'entreprise. Petit point timing. Voilà.
Sophie? Je On va continue. mettre une petite On va pause s'arrêter. aux questions et puis on vous laisse finaliser, dérouler. Et après, on Donc- reviendra aux questions. Donc, comme j'avais pas mis beaucoup de mots, vous avez lu le document. Là, en fait, c'est quelques grandes informations. Pourquoi je remets la pyramide de Maslow? Parce que malgré tout, Maslow, c'est toujours ce qu'on montre dans les formations de management, et que malgré tout, les premiers besoins sont des besoins de maintien de la vie et de besoins de protection et de sécurité. Ce sont les premiers rôles du manager. Les premières fonctions du manager. Besoin d'amour, d'appartenance et d'estime de soi, ça vient après. Donc le boulot d'un manager, alors le travail, je dirais, le salaire, il va besoin de maintien de la, il participe à ça parce qu'il fait manger et puis il permet de loger. Par contre, le besoin de protection, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Non. Voilà, et le besoin de protection et de sécurité, c'est juste un besoin inné. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, apprendre à bien recomprendre ce que c'est qu'un être humain. Un être humain, on dit souvent, c'est pas une machine, c'est un être biologique qui a un fonctionnement. Et si on n'en tient pas compte, eh ben, la machine, elle casse. C'est bête et méchant. Hein. Et donc, voilà. Et donc, le métier de manager, avant tout, la première étape, c'est de protéger et de sécuriser ses collaborateurs. Donc, c'est encore plus vrai quand il y a des personnes qui sont pas Là, c'est que c'est sensible. qui sont en décalage. L'écran hypersensible. C'est voilà. C'est artificiel. C'est encore voilà, ces personnes-là, parce qu'elles vont se sentir en insécurité plus vite que les autres, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc Maslow, moi je l'aime bien parce qu'en fait, il redit des choses simples. En fait, on complique beaucoup les choses et revenir à des choses très simples, ça permet de revenir à l'essentiel et c'est déjà, je dirais, c'est 80% du boulot de fait quoi. Et comme la loi de Pareto dit 80-20, ben après on s'arrête et le reste, c'est pas très important. Et c'est vrai pour tout le monde, donc c'est vrai pour les collaborateurs, mais on les oublie souvent, c'est vrai aussi pour les chefs d'entreprise. C'est vrai pour tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, allez évacuer les choses qui, en fait, sont pas forcément très importantes et vraiment de se concentrer sur les choses, voilà. Et baisser la charge mentale. Les entreprises aujourd'hui sont là, quoi, en mode survie. Donc c'est le premier besoin. Et après, effectivement... En fait, ils cherchent aujourd'hui un besoin de protection et ils en appellent à l'État pour des boucliers tarifaires, fiscaux, enfin, tous les entreprises, tous les corps de métier. Les chefs d'entreprise aujourd'hui sont dans l'orange. Ils ont un besoin de protection et de sécurité pour assurer eux-mêmes en fait, la protection et la sécurité de leurs salariés. Et donc, quand ils sont dans cet état-là, évidemment, au niveau du dessous, évidemment, ils ressentent. Ils ressentent ça. Moi, mon principal client, c'est quelqu'un qui a une énergie de fou, mais alors quand il monte, les gens qui sont autour, et alors on l'a vu avec le cheval, il a fait une prise de conscience. On a été 3/4 d'heure avec un cheval, il a rien pu faire avec quoi. Le cheval, il était accroché au plafond. Donc, il me dit, et en fait, il sortait d'un rendez-vous avec un collaborateur qui s'était mal passé, enfin, qu'il avait mal vécu. Il était vraiment dans un état d'énervement, et plusieurs fois maintenant, je lui dis, là, ce serait bien que tu redescendes un peu, parce que autour de toi, là, c'est en train de, voilà. Et Ils auront la protection et la sécurité. Ils auront la disponibilité, parce que le temps, on a tous 24 heures dans une journée, c'est une question de priorité. Hein. Exactement. Ils auront la disponibilité pour justement aller donner un peu d'estime, un peu de reconnaissance, les bienfaits d'un compliment. On ne se rend même pas compte du pouvoir que ça peut faire, à condition que ce soit vrai. Mais tu as bien travaillé, c'est chouette ce que tu as fait, merci. Mais aujourd'hui, ça vient compenser même une augmentation de salaire. Alors, on ne parle pas d'inflation, mais je veux dire que cette reconnaissance vient, ça fait tout au collaborateur, ça lui donne confiance, ça lui donne ça. Mais si, effectivement, le dirigeant de l'entreprise est tout le temps dans ce orange, il ne va pas avoir la disponibilité pour aller apporter ça. Moi, c'est là où moi je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que, en tant que dirigeant d'entreprise, pour sécuriser ce qui est en bas, il doit être en mesure de le faire. Parce qu'une des difficultés, c'est qu'en fait, les dirigeants d'entreprise, ils vont d'abord essayer de répondre à leurs propres besoins. Et donc, parfois, amener des choses à leurs collaborateurs, surtout dans des structures de petite taille. Parfois, moi, l'entreprise que j'accompagne, là, ils sont 48, apporter des choses à leurs collaborateurs qui, en fait, ne les concernent pas. Parce qu'ils vont gérer leurs propres besoins.
Et ça, c'est important de faire la différence entre ce dont ont besoin les collaborateurs et ce dont a besoin le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, même pendant ces périodes-là, c'est important qu'il continue en fait à apporter, à faire des feedbacks positifs, à apporter un certain nombre de choses, parce qu'au moins ça lui donne une base qui est solide. Et ça participe à sa sécurité, à son sentiment de bien-être à lui. Bah oui, mais il le voit pas comme ça. Non, je vous dis pas le contraire. Je dis, mais vraiment, Mais aujourd'hui, là, sur lui, Mm. et ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à se rendre disponibles pour ça. C'est toute la problématique du changement, c'est le directeur d'entreprise qui veut changer, mais qui par contre n'a pas expliqué la justesse en fait, du changement à chaque collaborateur, qui lui, ne voyant pas en fait la justesse d'un changement Exactement. personnel, ne participera pas au changement. Ça fait une fortune des grands cabinets aujourd'hui. mais, On va essayer de s'arrêter. Mais après, c'est la dernière en fait, je crois. Donc ça c'est. Ah bah non. Ah bah non. J'avais dit que j'étais pas très bonne, hein, mais voilà. Ça s'apprivoise. Voilà, ça c'est juste en fait une diapositive qui est là pour dire qu'en fait il y a plein de ressources qui existent si on veut travailler en fait et inclure les collaborateurs. Il y a des aides. Moi j'ai découvert que autour de la GFIP, il y a des choses qui existent qui sont même des aides au maintien dans l'emploi où on peut avoir des aides humaines aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté du collaborateur et qui fait des tâches avec le collaborateur. Ça c'est financé. Donc la GFIP accompagne, il y a beaucoup d'aides financières qu'il faut aller chercher. Voilà, la médecine du travail qui va orienter vers la RQTH, tout ce qui est emploi accompagné, donc la nouvelle loi sur l'emploi accompagné qui permet en fait d'accompagner les personnes vers l'emploi à mettre les personnes en relation avec les employeurs. Une information pour si vous n'êtes pas je ne sais pas si vous le savez, mais concernant les travailleurs indépendants handicapés qui en fait ont les mêmes comment dire, non, faut que je le dise en l'inverse, c'est comme des entreprises adaptées, c'est-à-dire que si on fait des sollicites, il y a 30% de déduction sur la taxe AGFIP. Il y a des psychologues du travail, il y a les intervenants pairs, donc ça c'est un nouveau métier qui est en train d'arriver, dans lequel moi je suis engagée, qui est en fait mettre en lien des personnes qui ont vécu la même situation. C'est ça l'intervenant pair, d'accord ? Ça existe beaucoup, enfin ça existe évidemment beaucoup dans les pays anglo-saxons. Ça s'est pas mal mis en place au niveau des traitements, enfin tout ce qui est accompagnement sur le parti maladie. On a une entreprise qui est en train de se mettre en place à Tours, enfin, dont une des associées est en Touraine, qui s'appelle Colin Care et qui met en place en fait des intervenants pairs dans les entreprises. Donc voilà, donc il y a des choses qui existent. Et puis voilà, développement des compétences, savoir-faire, savoir-être. Sur le handicap, sur les troubles psychiques, sur le management des organisations, et puis la nouvelle formation qui existe depuis 3 ans, qui s'appelle les premiers secours en santé mentale, qui sont en fait, qui est un diplôme de secouriste en santé mentale, au même titre qu'un diplôme de secouriste classique, et qui voilà, et qui est là depuis 3 ans. Moi, je suis formatrice depuis 15 jours. Donc, et qui permet aussi de déstigmatiser, c'est-à-dire on peut la faire sans forcément avoir envie d'être secouriste, mais ça a permis de déstigmatiser les troubles psychiques. Et c'est comme la plus classique, on demande à l'entreprise si on veut la faire. Oui, c'est Calliope, c'est tout ce que vous voulez, et voilà. C'est 2 jours. Alors c'est soit 2 jours en continu, soit 2 jours éloignés, soit 4 demi-journées. Donc en intra-entreprise, ça peut être fait aussi. Après, dans nos entreprises, on peut avoir, entre guillemets, on peut faire face à des collaborateurs qui n'ont pas envie forcément de rentrer dans cette case, entre guillemets, Oui. différence et du coup d'aller se diagnostiquer. Quels conseils vous pouvez donner, Sophie, pour que les managers ou les chefs d'entreprise puissent faire un pré-diagnostic ou c'est-à-dire analyser le comportement des collaborateurs qu'on peut avoir en face pour essayer de mettre en place certaines choses. Parce que finalement, ça va être aussi, si on n'a pas de diagnostic, c'est compliqué d'avancer.
Ouais, ça Ouais. alors d'abord pour poser un diagnostic, il faut quand même un petit peu connaître, un peu avoir creusé le sujet. Donc Là, c'est voilà. surtout d'un point de vue comportemental. Ouais. Après, quand je pense que quand le comportement est vraiment en décalage, il y a quand même la médecine du travail. Et c'est quand même les premiers interlocuteurs. Après, si c'est une problématique du chef d'entreprise, bah, y aller avec, enfin, je veux dire, faire vraiment une démarche commune. Parce que j'ai des personnes là qui sont venues me voir et ils m'ont dit, bah oui, mais la personne, elle a été voir la médecine du travail, mais il n'y a pas eu de répondant. Donc en fait, faire une vraie démarche partenariale avec le collaborateur vers la médecine du travail et vraiment positionner la question. Si les personnes, en fait, ils ont vraiment un handicap, j'ai discuté de ça hier avec quelqu'un qui est dans une entreprise, il me dit, mais ouais, mais moi, la case, elle m'intéresse pas. Je lui dis, non, la case, elle t'intéresse pas et elle a pas d'intérêt. C'est-à-dire que moi, savoir que mettre une étiquette sur mon profil, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi j'ai ces comportements-là et éventuellement comment travailler avec. Donc effectivement, si je sais que je suis TSA, je vais aller lire ce que c'est ou je vais aller voir les gens qui connaissent le TSA et ça va me permettre de comprendre comment je peux me comporter ou pourquoi il faut que je fasse ci ou ça. C'est pareil avec le trouble de développement de l'attention, qui est quelque chose qui exclut beaucoup en entreprise. Le fait de pas poser un diagnostic, c'est ça que ça pose. En fait, c'est que s'il y a souffrance, c'est toujours aussi ça. Hein. Soit il y a souffrance, soit il n'y a pas souffrance. S'il n'y a pas souffrance, c'est pas grave. Le tout, c'est de trouver les modalités, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as besoin de quoi pour travailler? J'ai remarqué que là, tu avais du mal à t'organiser. Tiens, est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? C'est aussi, c'est une forme de coaching. Hein, quand on a beaucoup de formations qui sont sur le manager coach, c'est aussi ça. Moi, j'ai une certification de coach, mais dans mon entreprise, en fait, je faisais déjà ça. C'est-à-dire que je me posais avec mes collaborateurs et je leur disais, bon, ok, tiens, telle réunion, tu as eu une difficulté, ah bah oui, tu manques de temps parce qu'il faut que tu retapes les comptes rendus. Est-ce que si tu tapais ton compte rendu en réunion, puis si tu mettais un tableau pour suivre, etc., est-ce que ça te dit, bah non, ça me dit pas, ok, bah tu fais l'autre, et puis on en discutait la fois d'après. C'est du dialogue et puis de l'accompagnement. C'est du dialogue, de l'accompagnement, et puis de chercher les solutions ensemble. Après, quand il y a une vraie difficulté qui peut exclure la personne, et aujourd'hui, alors j'ai pas encore creusé les choses parce que il y a une volonté de travailler plus sur le maintien en entreprise que sur l'inclusion en tant que telle, en particulier avec les services de santé au travail. C'est vraiment faire ce travail-là. Et si vraiment il y a un problème, eh ben il y a la médecine du travail, on peut éventuellement la VGFIP, on peut c'est vraiment de dire à la personne, d'essayer de l'inciter à aller, pose-toi des questions, peut-être que ça t'aidera pour autre chose, parce que la souffrance, c'est la souffrance qui fait naître les troubles psychiques en fait, après coup. Quand on a une différence, si on n'est pas en souffrance, on n'a pas de problème. Mais si on est en souffrance, moi l'anxiété, je l'ai générée parce que je comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Et qu'en plus, quand on est jeune, on se rend pas compte, vu qu'on est toujours comme ça en permanence. Donc, je ne peux pas savoir que ce qui se passait était pas normal. Et donc, effectivement, l'anxiété, elle arrive, et puis elle n'est pas soignée, et puis au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est une vraie bienveillance et une vraie diplomatie, parce que le mot handicapé est presque un gros mot encore dans notre monde. Et beaucoup de gens, pour eux-mêmes, ont du mal à accepter d'être fichés handicapés. J'ai rencontré quelqu'un qui a simplement, entre guillemets, un problème au genou suite à un accident, et il est considéré comme travailleur handicapé. Il n'accepte pas ce mot. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant par rapport à cette approche en tant que chef d'entreprise, quand on veut accompagner quelqu'un ou on pressent quelque chose. Alors, il n'y a aucune obligation en fait de parler, de donner, de dire à l'entreprise qu'on est en situation de handicap, de donner la raison. Et c'est un choix de la personne au sein de l'entreprise de le dire ou de ne pas le dire. Donc tout ça, en fait, effectivement, alors ça repose sur les épaules du chef d'entreprise ou de la RH, etc. Mais donc, c'est vraiment du dialogue, de l'échange et puis de l'ouverture. Et voilà, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'humain, c'est-à-dire la personne, elle a une identité, ça fait partie de son identité, et donc elle rentre dans l'entreprise avec son identité. Et donc, comment je gère cette identité-là? Mais effectivement, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est pas voilà. Ça peut être un peu. C'est peut-être mieux aussi de le faire dire par quelqu'un d'extérieur. Hein? Oui. Voilà.
Moi, l'échange que j'ai avec la personne à laquelle je pense, voilà, c'est que je suis extérieure à l'entreprise. Je me suis autorisée à lui dire parce que j'étais extérieure à l'entreprise. Par contre, c'est une vraie difficulté dans son métier. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il voulait prendre des responsabilités managériales. Et aujourd'hui, clairement, voilà, les éléments qui montrent font que et il n'arrive pas à modifier les choses. Donc voilà, donc je lui ai dit, d'ailleurs on en a reparlé hier, je lui ai dit t'en es où là-dessus, il m'a fallu un peu de temps pour digérer, mais maintenant je veux agir. Voilà, donc je vais l'accompagner, on lui donne des pistes sur comment agir, quoi. Mais voilà, l'intervention extérieure, ça c'est aussi une bonne solution, c'est-à-dire éventuellement faire intervenir des cabinets, faire intervenir un coach, faire intervenir, peu importe le nom en fait, hein, c'est Oui. pas, on s'en moque un peu, quoi. Mais voilà, et c'est peut-être aussi la meilleure solution. Je propose de boucler là-dessus. On va s'arrêter, oui, peut-être. On a explosé le temps. On a un petit peu dépassé le temps, donc on va vous remercier Sophie pour cette présentation ce matin qui était très enrichissante. On va aussi en profiter pour remercier encore une fois le Café Jules. Merci à vous, parce que vous avez été très dynamique. Sur, le Petit Déj Pro. On vous donne rendez-vous donc en 2023 cette fois-ci, en janvier. Et d'ici là, on vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes et puis beaucoup de bienveillance parce que c'est le mois qui est pour. La date en janvier, il me semble que c'est le 13. Vendredi 13 janvier. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir via nos invitations la thématique. On est en train de travailler quelque chose mais dans ce sens. on essaie toujours de se caler en fonction d'une actualité ou en fonction de la date. Donc voilà, vous le verrez. Maxime. Oui, un grand merci Sophie. Je pense que Sophie aussi reste à votre disposition sur les réseaux, LinkedIn ou par mail, par téléphone, pour approfondir les échanges. Merci à vous pour votre participation et puis aux fidèles qui sont là très régulièrement sur Facebook et puis en présentiel au Rubixco. Et puis vous dire que les RED continuent dans ces projets de développement en 2023. On a travaillé avec le bureau pour fixer tout le programme sur 2023, ce qui va permettre du coup dès janvier de compléter tous vos agendas jusqu'à décembre 2023 avec tous les projets des RED. Voilà, donc un grand plaisir. On se retrouve en effet vendredi 13 au Rubixco pour continuer. Du coup, ce sera le 28e Petit Déj Pro. Exactement. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Passez de belles fêtes de fin d'année.